Bonjour tout le monde. Bien, écoutez, je suis très content d'être aujourd'hui en Montérégie, plus spécifiquement dans Saint-Jean, le beau comté de Saint-Jean, avec mon ami Louis Lemieux, que vous connaissez probablement, qui est de plus en plus connu de tous les électeurs, qui est très impliqué dans tous les dossiers du comté de Saint-Jean. Et bien, écoutez, ma journée aujourd'hui, j'ai commencé en rencontrant les trois présidents et présidentes des CIS, donc des Centres intégrés de santé et de services sociaux de la Montérégie, donc Montérégie Est, Montérégie Centre et Montérégie Ouest. On a fait un petit bilan des 4 derniers mois, donc de la crise qu'on a vécue au cours des 4 derniers mois. Bon, il y a eu quand même beaucoup de cas dans Montérégie, beaucoup de décès dans les CHSLD, les RPA, les RI. Euh, Plusieurs raisons. Bon, évidemment, au début, personne ne savait que les employés qui avaient le virus sans symptômes pouvaient transmettre ce virus. Donc, malheureusement, beaucoup de résidents dans un certain nombre de CHSLD ont été infectés. Et il y a eu ensuite un travail qui a été très bien fait par les 3-6 pour empêcher la propagation du virus. Actuellement, la situation est sous contrôle dans l'ensemble des CHSLD de la région de la Montérégie. Évidemment, on a beaucoup discuté aussi de la préparation pour une éventuelle deuxième vague. Les spécialistes nous disent qu'il pourrait y avoir une deuxième vague cet automne. Deux choses qu'on est en train de faire. D'abord, ajouter des préposés. Vous le savez, au Québec, on a actuellement 10 000 personnes qui sont en formation du 15 juin au 15 septembre. Ici, en Montérégie, il y a 1480 personnes qui sont en formation, donc à peu près entre 400 et 500 personnes pour chaque 6 de la région. Donc, on va avoir plus de 1400 personnes, 1400 employés de plus dans les CHSLD le 15 septembre. Des personnes qui sont formées, des personnes qui savent comment porter les masques, les équipements de protection individuelle. Donc, ça devrait beaucoup aider si on a une deuxième vague. Évidemment, comme dans beaucoup de régions ici, on manque d'espace. Il y a une liste d'attente importante. Il y a 7 projets de maisons des aînés, dont une ici très importante à Saint-Jean, 192 lits qui vont être construits dans une nouvelle maison des aînés. C'est important d'abord de donner des places à ceux qui n'en ont pas, puis aussi ça va permettre à certaines personnes qui ont besoin de plus de soins, qui dans le fond sont plus qu'en perte d'autonomie, ne devraient pas être dans ce qu'on appelle des RPA ou des RI, des ressources intermédiaires, devraient être en CHSLD, maintenant qu'on va appeler Maison des aînés. Donc, évidemment, on avait déposé un projet de loi, le projet de loi 61, à la fin de la session pour accélérer, entre autres, la construction de ces maisons des aînés. Je pense que ça va être très important que ces maisons des aînés soient construites le plus rapidement possible. Ce midi, j'ai rencontré Louis et nos députés de la région de la Montérégie. On a discuté des priorités de la Montérégie, beaucoup de priorités qui doivent être accélérées, entre autres, dans les travaux routiers. Je pense, entre autres, aux autoroutes 20, 30, la 104, la 116, la 132. Ici, il y a le prolongement de la 35. Puis il y a tout le projet aussi qu'on est en train d'étudier avec la Caisse de dépôt du prolongement du REM. Vous savez, on veut prolonger le REM, entre autres, sur l'axe Est-Ouest. Et on regarde différents scénarios de tracé. Mais encore là, autant pour le travail qu'il y a à faire sur les routes que le travail qu'il y a à faire sur un éventuel tramway ou train électrique, il faut être capable d'aller plus rapidement, entre autres au ministère des Transports. Et pour ça, on a besoin de changer la loi, changer certains règlements
sur les évaluations environnementales, les expropriations, l'aménagement du territoire. Malheureusement, les trois partis d'opposition ont refusé en juin de poursuivre les discussions, donc d'amener le projet de loi en commission parlementaire pour l'améliorer. Ils n'ont même pas endossé le principe du projet de loi. Donc, comme je l'ai dit, on va revenir à la charge en septembre pour adopter un projet de loi pour que tous ces projets de route, tous ces projets de maison des aînés, ce projet du REM qu'on veut prolonger, que ça soit accéléré puis que le maximum des travaux soit fait au cours des prochaines années. C'est beaucoup trop long au Québec. C'est difficile de réaliser un projet en bas de 5 ans. C'est pas normal. Et il faut faire un peu plus confiance aux gens qui ont les responsabilités. Et si les gens ne sont pas satisfaits, bien, il y a une occasion à chaque 4 ans d'appuyer ou de ne pas appuyer ceux qui auront pris ces décisions-là. J'ai rencontré cet après-midi les maires ou le maire suppléant du comté de Saint-Jean, monsieur le préfet aussi, et il semble y avoir un consensus ici aussi pour dire on a besoin d'accélérer la construction des projets. Il y a des beaux projets aussi en économie, vous le savez. Il y a un projet ici de zone d'innovation à l'intersection de l'autoroute 10 et de l'autoroute 35. Il y a des entreprises privées qui ont des projets intéressants et je pense que il y a lieu là aussi que les infrastructures, là, entre autres, je pense à la prolongation de la 35, ça soit fait le plus rapidement possible. J'ai aussi discuté avec les maires et les préfets des fonds locaux d'investissement. Vous savez, le gouvernement du Québec a investi 250 millions de dollars, à peu près entre 1 million et 1,5 million par MRC. L'argent n'est pas tout dépensé actuellement, mais on veut que les MRC aident les petites entreprises qui ont des difficultés suite à la pandémie. Puis on veut aussi, avec Investissement Québec régional qui va être plus autonome pour la Montérégie, être plus rapide pour répondre aux besoins des entreprises, autant les entreprises qui ont des difficultés financières que les entreprises qui ont des projets de développement. Donc, maintenant que la pandémie, la partie santé est un peu plus sous contrôle, veut vraiment se concentrer à créer des emplois. On a vu les chiffres de l'emploi vendredi dernier. Le taux de chômage descend plus rapidement au Québec que dans les autres provinces. On veut que ça se poursuive. On veut être capable de revenir au plein emploi le plus rapidement possible. Puis toutes les opportunités de création d'emplois, on veut que les maires, les préfets, les députés, Investissement Québec, tout le monde réponde aux besoins d'aide des entreprises le plus rapidement possible. Donc, très content de ma journée aujourd'hui en Montérégie. On va débuter la période de questions. Juste, il y a un micro derrière vous. Juste identifier votre nom, le nom de votre média. On va prendre une question, une sous-question par journaliste. Bonjour, M. Leroux. Bonjour. Peut-être mieux m'entendre. Andy Saint-André, TVA. J'aimerais vous entendre sur les tests. Oui. On sait, on n'a pas réussi souvent à atteindre l'objectif qui était à un certain moment de 14 000 tests. Il y a eu la Santé publique de Montréal qui a lancé un appel aux gens qui ont fréquenté les bars depuis le début du mois de juillet de se rendre dans les cliniques de dépistage sans rendez-vous. Les gens ont compris le message, afflux, mais c'est long, très long. Encore ce matin, cet avant-midi, devant l'Hôtel Dieu, la clinique de dépistage, c'était 2 à 3 heures pour se faire tester. Est-ce qu'on a l'intention d'augmenter le personnel et augmenter le nombre de tests aussi, considérant le fait que le nombre de cas augmente? Bon, la question, c'est de répartir les endroits où sont les tests. Actuellement, on a des installations qui peuvent facilement prendre 16 000 tests par jour, mais on n'arrive pas à dépasser 9 à 12 000 tests par jour. À certains endroits, c'est congestionné. À certains endroits, il n'y a pas personne ou à peu près. Donc, il faut s'ajuster. On a fait un travail spécial pour les personnes qui ont fréquenté les bars. Il y a eu effectivement un peu plus de cas positifs qu'à l'habitude chez ces personnes. Donc, ça vient confirmer qu'on avait raison de faire un appel spécial puis de resserrer les règles dans les bars. Mais la santé publique va continuer d'ajuster notre offre de services pour qu'on soit capable
de faire plus de tests, puis qu'il y ait beaucoup moins d'attente pour les personnes qui acceptent de se faire tester. Donc, c'est une question d'ajustement. Au total, on a beaucoup plus de capacité que le nombre de tests qui est réalisé, mais pas toujours au bon endroit. Donc, on est en train de s'ajuster. Vous parlez d'ajustement, sous-question là-dessus. Je regardais par exemple tout à l'heure sur le site de la santé publique, la Montérégie. Oui. Clinique de dépistage mobile. La dernière mise à jour qu'il y a eu, c'est le 30 juin. Donc, les gens, s'ils veulent savoir où aller se faire tester sans rendez-vous à Montérégie, ils ont seulement la date pour le 30 juin. On est rendu à mi-juillet quasiment. Oui, c'est pas normal que le site n'ait pas été mis à jour en Montérégie. J'ai appris ça tantôt, puis on va le faire corriger. D'autant plus que quand je regarde le nombre de cas à chaque jour, là, toute proportion gardée, il y a plus de cas en Montérégie qu'à l'habitude. Donc, il faudrait être certain qu'on ait une offre pour les gens qui veulent se faire tester en Montérégie, puis que les adresses soient disponibles sur le site des CIS. Là. Donc, on va s'assurer que ça soit ajusté rapidement. Merci beaucoup. Merci. Prochaine question. Bonjour. Une question d'éducation. Vous commencez ministre de l'Éducation. On voit dans la région ici que, entre autres au Cégep de Saint-Jean, très, très grande partie de la formation en automne soit donnée à distance. Au niveau du centre des services scolaires, les 4e et 5e secondaires aussi n'ont pas beaucoup de temps. En tout cas, on comprend pas beaucoup de temps. Est-ce que ils ont déjà eu un printemps à distance, en formation? Ça ne vous inquiète pas un peu sur la qualité de la formation que vous avez donnée? Oui. Le message qu'a envoyé Jean-François Roberge, même si on peut se préparer pour un plan B ou un plan C si jamais il y avait une deuxième vague, il reste que le plan A, c'est que tout le monde soit à l'école. Ça sera le cas au primaire. Au secondaire, on essaie de le faire avec le plus de présence possible, mais le premier choix, c'est vraiment que les élèves soient à l'école, donc qu'il y ait un enseignement qui ne soit pas à distance, mais sur place. Les centres de services sont en train de s'ajuster. Évidemment, comme je vous dis, ils ont un plan A, un plan B, mais ils doivent vraiment prioriser le maximum d'élèves puis le maximum de temps physiquement dans nos écoles. Bon, au collégial puis au niveau universitaire, c'est un peu plus compliqué. Les élèves, évidemment, se promènent beaucoup plus au collégial puis à l'université d'une classe à l'autre. Il y a la règle aussi, comme on le dit, du masque obligatoire après l'âge de 12 ans. Donc, encore là, par contre, on a demandé aux collèges et aux universités d'avoir le maximum de l'enseignement qui soit fait sur place. Bien sûr, il y a des collèges là, qui ont beaucoup de personnes dans une classe puis qui ont de la difficulté à respecter, je pense que c'est 1,5 mètre qu'il faut avoir là, au collégial et à l'université. Donc, il faut respecter cette contrainte, mais ça peut être à tour de rôle. Là. Une journée, il peut en avoir la moitié, puis l'autre journée, l'autre moitié. Mais on a demandé aux collèges et aux universités d'avoir le maximum de présence en classe des étudiants. Dernière question. La COVID après ça a coûté énormément cher. On parle du Cégep, entre autres. Je prends l'exemple de Saint-Jean. On estime à quasiment 2 millions pour le printemps. On prévoit encore 1,2 million. La même chose dans les centres de services scolaires. Il va y avoir des compensations. C'est assuré, c'est qu'à un moment donné, il y aura des allocations pour compenser toutes les dépenses qu'ils ont dû faire pour mettre en place des mesures sanitaires, entre autres, pour la rentrée. Vous parlez des centres de services, des écoles, des cégeps? Oui. Il y aura des compensations pour les coûts exceptionnels. Donc, il n'y a pas question de faire quelques coupures, que ce soit dans les services, au contraire. Merci. Prochaine question. Bonjour, Rémi. Bonjour. Canada. Monsieur le Premier ministre, l'économiste Paul Krugman, dans le New York Times, a publié une chronique d'opinion dans laquelle il dit « Les États-Unis ont bu l'avenir de leurs enfants ». En ce moment, au Québec, on voit que le nombre de cas de COVID est d'une centaine par jour. C'est stable, voire on a vu une légère augmentation. Ça ne diminue pas. Est-ce que dans ce cas-ci, maintenir les bars ouverts, c'est une bonne idée? Vous avez noté qu'il y avait plus de cas chez les gens qui ont fréquenté les bars. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Bien, écoutez, ce n'est pas le premier choix qu'on a eu de fermer les bars. On a par contre réduit les heures d'ouverture, donc ça ferme à 1 heure, puis on arrête de servir de la boisson à minuit. On demande que seulement 50 de la capacité soit utilisée. On demande qu'une fois assis, les personnes soient à 2 mètres les uns des autres. Si c'est nécessaire éventuellement de fermer les bars parce qu'il y a une trop forte augmentation, comme on l'a vu en Californie ou en Floride, on n'exclut pas de les fermer, mais pour l'instant, la situation reste quand même sous contrôle. Puis, est-ce que je pourrais vous entendre sur votre réaction à l'annonce au jour d'aujourd'hui sur la fermeture de la frontière avec les États-Unis jusqu'au 21 août? Ouais. Comment vous voyez ça et par rapport à la possibilité d'ouvrir avec peut-être d'autres pays comme l'Union européenne différents? Bon, d'abord, moi, je n'ai pas la confirmation là, que M. Trudeau a annoncé qu'il prolongeait du 21 juillet au 21 août. Habituellement, il nous informe avant d'informer la population. Je n'ai pas eu cette information-là, mais juste avec les informations qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas pensable de réouvrir les frontières. Quelle sera la situation dans 2 semaines, dans 3 semaines? On pourra s'en reparler, mais actuellement, on ne peut pas penser réouvrir la frontière, surtout quand on regarde l'augmentation du nombre de cas aux États-Unis. Avec les autres pays comme l'Union européenne? Bien, il faut les prendre pays par pays, mais pour l'instant, nous, on a recommandé à M. Trudeau de garder les frontières fermées. Prochaine question. Bonjour, Audrey Folio de Bell Média. On parlait tout à l'heure de tests de dépistage, bon, qu'on voudrait en faire davantage et tout ça. On voit qu'il y a une recrudescence de cas en Montérégie dans les derniers jours. On a des unités mobiles de dépistage, mais je pense qu'on pourrait peut-être les déployer davantage. Est-ce que vous avez eu des discussions là-dessus ce matin avec les gens des CIS? On n'a pas parlé spécifiquement de ce projet-là, mais c'est quelque chose, effectivement, qu'on regarde. C'est la santé publique, M. Arruda, qui s'occupe de ce dossier-là, de déployer en fonction de la demande. On voit qu'il y a plus de demandes puis plus de cas en Montérégie. Donc, on va s'assurer, parce qu'on n'est pas satisfait du nombre de tests totaux. On est plus autour de 10 000, puis on voudrait être autour de 14, 15, 16 000. Donc, on n'est pas satisfait du nombre total de tests. On a une capacité de tester de 16 000 par personne. Donc, on va s'assurer de bien la déployer, en particulier à Montérégie, dans les prochains jours. Le port du masque sera obligatoire dans les lieux publics fermés à compter de samedi partout au Québec. En Montérégie, on a vu qu'on avait des problématiques dernièrement, donc il y a des villes qui ont décidé de l'imposer avant vous. Est-ce que vous êtes toujours d'accord avec la date de samedi? Est-ce qu'on n'aurait pas pu le faire plus rapidement? Comment les gens vont s'y retrouver avec toutes ces différentes dates? Oui. Je pense qu'il faut donner le temps aux Québécois de bien comprendre les consignes si on veut qu'elles soient respectées. Et c'est ce que j'ai essayé de faire depuis qu'on a commencé à déconfiner, d'y aller graduellement. Je pense que la consigne la plus importante, encore aujourd'hui, c'est de maintenir une distance de 2 mètres ou au moins d'1 mètre, 1 mètre et demi entre les personnes. Il fallait que les gens s'habituent. Je me rends compte que les gens s'habituent aux 2 mètres. Maintenant, il faut s'habituer au masque. On a commencé par demander de l'appliquer dans les transports en commun de façon obligatoire. Maintenant, on dit à partir de samedi prochain, ça sera obligatoire dans tous les commerces partout au Québec. On a les vacances de la construction qui commencent vendredi soir, donc il va y avoir beaucoup de monde en déplacement entre les régions. Donc, on garde la date de samedi. Puis, honnêtement, aussi, ce qu'on dit, c'est qu'il va y avoir, dans un premier temps, une sensibilisation. Donc, on ne veut pas commencer samedi matin à 9 h là, à donner des amendes à tout le monde. Là, on veut sensibiliser la population puis y aller graduellement. Prochaine question. Bonjour, Nora Lamontagne du Journal de Montréal. Monsieur Legault, vous disiez hier à mon collègue Patrick Belrose saluer le courage des victimes qui dénoncent les agressions sexuelles, tout en déplorant que ça se passe sur les réseaux sociaux. Donc, ma question est la suivante. Avec tout ce qu'on a entendu comme témoignage des victimes dont les démarches n'ont pas abouti, faites-vous encore confiance au système judiciaire pour traiter et gérer des plaintes pour agressions sexuelles? Oui, oui, je fais confiance au système judiciaire. Par contre, il faut aider davantage les victimes. Là, Simon Jolin Barrette est sensible aussi. C'est pas facile quand on dénonce de subir les questions puis parfois les longs procès.
Donc, je pense que c'est important que ça soit peut-être encore plus facile. Mais moi, je salue le courage des personnes qui ont dénoncé, que ce soit sur les médias sociaux ou que ce soit via les tribunaux. Je vais inverser ma question. Pourquoi pensez-vous que les victimes se tournent en aussi grand nombre vers les réseaux sociaux pour dénoncer ces agressions-là plutôt que de passer par le système judiciaire? Je pense qu'on est en 2020. Hein, donc, une des façons pour communiquer facilement, puis ça a de l'impact, ben, ce sont les médias sociaux. Donc, je pense qu'en 2020, c'est normal de voir ça. Donc, moi, j'encourage les victimes à dénoncer. Bon, vous avez vu aussi mon épouse qui insiste tout le temps, depuis longtemps, depuis que je la connais depuis 30 ans, de dire, il ne faut pas juste que ce soit les femmes qui dénoncent, que les gars aussi disent aux autres gars, arrêtez, soyez respectueux, voyons donc comment ça se fait que ça se passe encore aujourd'hui. Donc, comme gars, moi je le dis aussi là, aux gars, faites attention, puis voyons donc, c'est pas acceptable. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci tout le monde. Bonne journée.